Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne parlementaire dans Audition publique. Premier tour des législatives hier et au vu des résultats, la question électorale cette semaine est la suivante. Emmanuel Macron disposera-t-il d'une majorité absolue ou relative dimanche soir prochain dans cette Assemblée nationale où nous sommes? C'est le suspense, c'est l'enjeu. Peut-il même perdre la majorité tout court? Ce n'est pas le plus vraisemblable, mais en tout cas son principal adversaire, Jean-Luc Mélenchon, entretient la flamme. Et pour les autres forces politiques de l'Assemblée, LR, quoique très affaiblie, deviendra-t-elle la force pivot indispensable pour faire voter les textes pour une majorité macroniste qui serait reconduite? Marine Le Pen parviendra-t-elle à faire élire un groupe dont elle prendrait la présidence, ce qui serait pour elle évidemment un succès, même si le Rassemblement national, qui a fait 42% au deuxième tour de la présidentielle, restera marginal à l'Assemblée. Un rappel, l'abstention record, ce mal français qui est aussi d'ailleurs un mal européen. Personne encore n'a trouvé l'antidote à ce malaise démocratique. On pourra en parler ce soir avec nos invités. Ils seront quatre élus, LREM, LFI, LR et RN dans l'Assemblée sortante. Ils disposent chacun du même temps de parole pour revenir sur les leçons de ce scrutin. C'est parti. Et chaque fois, Yves Tréhard plantera le décor. Bonsoir mon cher Yves. Bonsoir Elisabeth, bonsoir à tous. Directeur adjoint du Figaro, Yves Tréhard. On va commencer par la majorité dans un instant avec notre invité Aurore Bergé. Majorité qui a totalisé un nombre de voix important, 25,75%, beaucoup moins qu'Emmanuel Macron, néanmoins en 2017. Est-ce qu'il est possible, dans les jours qui restent, de rectifier le tir et d'obtenir une majorité absolue pour le parti d'Emmanuel Macron? Est-ce que c'est encore jouable ? Oui, c'est encore jouable, évidemment, mais c'est toute la question qui se pose, effectivement, entre ces deux tours. Et je pense que la majorité présidentielle, et notamment le président de la République, doivent se mordre les doigts de ne pas avoir fait campagne, parce qu'en fait, ils n'ont pas fait campagne, et le président de la République a tout fait pour que, justement, il n'y ait pas de mots d'ordre et qu'on ne parle pas trop de cette élection législative. Alors, aujourd'hui, effectivement, la question est de savoir, est-ce que cette majorité qui existera, est-ce qu'elle sera absolue avec les alliés du parti du président, qui est le parti Renaissance, c'est-à-dire avec le MoDem et avec Horizon, le nouveau parti d'Édouard Philippe, ou ça sera une majorité relative. Auquel cas, si c'est une majorité relative, eh bien la majorité présidentielle sera obligée d'aller chercher des voix, et notamment peut-être au parti républicain sur sa droite. Ce qui est sûr, c'est que si c'est une majorité relative, se posera nécessairement la question de la Première ministre. Est-ce que Madame Elisabeth Borne, qui est elle-même candidate dans le Calvados, eh bien pourra continuer à piloter ce gouvernement? Et il y aura aussi nécessairement des aménagements dans ce gouvernement, parce qu'on sait que pas mal de ministres sont en ballottage très défavorable, notamment Madame Montchalin dans l'Essonne, pour le deuxième tour. Et une autre question qui se pose, c'est de savoir si la majorité présidentielle va vouloir prononcer un front républicain vis-à-vis de ses électeurs pour le deuxième tour, c'est-à-dire, est-ce que, et ça c'est pas très clair dans l'esprit du public, est-ce qu'il faut voter contre le Rassemblement national, mais est-ce qu'il faut aussi ne pas voter pour l'alliance, l'union de la gauche écologique et sociale? Et ça, ce n'est pas très clair. Est-ce qu'il y a un front républicain que la majorité présidentielle veut installer? Vous avez raison, ce n'est pas très clair. On tentera d'en savoir plus avec Aurore Bergé dans un instant. Merci Yves Tréhard. À tout à l'heure, bien sûr. Aurore Bergé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en bonne position apparemment pour conserver votre siège dans la 10e circonscription des Yvelines, soufflée à la droite conservatrice déjà il y a 5 ans. Je dis bien parti, mais une élection n'est jamais gagnée par avance. Vous obtenez plus de 33% contre 22% à votre adversaire NUPS, Cédric Briolet. Mais d'abord, revenons à la situation nationale, avant que Brigitte Boucher ne vous pose toutes les questions sur cette élection. Un sujet de curiosité quand même, Aurore Bergé. Pas un mot, pas un seul mot du chef de l'État depuis le vote des Français. Il part en Roumanie et en Moldavie demain après le Conseil des ministres. Ça ne l'intéresse pas, ce second tour ?
Je crois qu'il s'est d'abord exprimé avant le premier tour pour redire très clairement aux Français qu'il avait besoin d'une majorité donc absolue pour agir. Je pense qu'il aura l'occasion de le redire évidemment cette semaine. Vous savez qu'il est président de la République et qu'il exerce par ailleurs la présidence aussi de l'Union européenne, ce qui impose aussi un calendrier qui est parfois un peu contraint. Mais je ne doute pas qu'il dira très clairement la nécessité que nos électeurs se remobilisent plus qu'ils ne l'ont fait au premier tour de cette élection législative, de manière très claire. On a eu une forme de démobilisation, en tout cas une mobilisation insuffisante, qui fait que, pour l'instant, nous devons absolument continuer à les restons sur Emmanuel Macron un moment, parce que Brigitte va vous poser toutes les questions sur les scrutins, mais il semble, le président, avoir du mal à organiser la riposte. C'est le sentiment qu'on a. Il est aujourd'hui, il y a un enjeu majeur pour lui, c'est d'obtenir une majorité. Il n'a pas dit un mot, il a fait déjà une campagne en pointillé précédemment. Il va prendre la parole, vous nous le dites ce soir ? Je pense qu'il s'exprimera évidemment cette semaine. C'est indispensable. Je le souhaite et je pense qu'en effet c'est indispensable parce que le président de la République, à partir du moment où les élections législatives ont lieu après l'élection présidentielle, est évidemment celui qui à un moment donne l'impulsion nécessaire et définitive pour mobiliser notre électorat. On ne vous fait pas dire. C'est une nécessité qu'il puisse évidemment s'exprimer, comme il l'a fait avant le premier tour, pour marteler l'enjeu qui est celui de ce scrutin. Une majorité pour le président de la République, un risque de majorité relative, avec donc ce risque d'instabilité, voire pire, le risque d'une majorité pour l'extrême gauche dans notre pays. Brigitte Boucher, c'est à vous. Bonsoir Elisabeth, bonsoir Aurore Berger. Bonsoir. Vous êtes au coude à coude avec la NUP quand on regarde les résultats d'hier soir, c'est l'alliance de toute la gauche. Et on voit aussi que vous perdez 3 points par rapport au score d'Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle. Est-ce que vous avez été désavoué par les électeurs ? Je ne pense pas qu'on puisse parler de désaveu, déjà parce qu'il faudra regarder surtout le second tour, c'est-à-dire la capacité qu'on a à envoyer des parlementaires, des députés à l'Assemblée nationale et à former du coup cette fameuse majorité. Mais c'est un avertissement là quand même qu'on vous a adressé ? Oui, je pense qu'il faut le prendre comme tel. Un avertissement sur la nécessité de se mobiliser, de démontrer qu'on est en campagne, matin, midi et soir, en campagne sur le terrain, en campagne aussi médiatique pour porter les messages qui sont les nôtres sur l'urgence à agir et agir vite sur les questions essentielles, sur les questions de pouvoir d'achat, sur les questions de santé, sur la transition écologique. Et puis, on a aussi une clarté finalement dans cette élection. On avait une clarté dans la campagne présidentielle avec 2 blocs qui s'affrontaient. Et bien, on a 2 autres blocs aujourd'hui qui s'affrontent, la majorité présidentielle et l'extrême gauche. On voit qu'il y a eu de facto une atonie, une disparition d'un certain nombre d'autres formations politiques. Vous dites qu'il faut montrer aux Français qu'on fait campagne. Est-ce que ça a été l'erreur finalement de cette campagne d'avant-premier tour de ne pas avoir fait assez campagne ? Nous, on l'a fait sur le terrain, de manière évidente. On a 577 candidats qui se sont déployés. On a 421 candidats qui sont qualifiés pour le second tour et qui donc évidemment... Une campagne nationale pour rejoindre ce que disait Elisabeth, avec un Emmanuel Macron qui entre très tardivement en campagne. Et en même temps, on a senti, nous, sur le terrain, que juste après l'élection présidentielle, il y avait une forme de fatigue des électeurs qui n'avaient pas envie qu'on reparte immédiatement en campagne et qu'on les remobilise. Mais ce Jean-Luc Mélenchon, finalement, ça a fonctionné ? Ça a fonctionné sur une fable, ça a fonctionné sur un mensonge, cette fameuse élection du Premier ministre. Et on voit bien quand même au soir du premier tour politique, non, qu'il ne pourra pas... Non, mais est-ce que Jean-Luc Mélenchon est habile politiquement ? J'en ai jamais douté. Et en effet, il le prouve à nouveau. Certes, la question, c'est qu'au-delà de l'habileté politique et du coup politique, c'est quel est le discours de Jean-Luc Mélenchon et quel est le projet surtout qu'il défend. Et de facto, la manière avec laquelle il a asphyxié les autres formations politiques de gauche qui ont renoncé à des éléments qui étaient des éléments de principe qu'ils avaient pourtant défendus de manière assez acharnée pendant la campagne présidentielle. Donc que cette alliance, elle tient. Et Jean-Luc Mélenchon, il dit, moi, je peux de quelle encore manière être Premier ministre. Vous y croyez ? Il peut encore être Premier ministre ? Absolument pas. Je n'ai jamais cru qu'il puisse l'être et je ne crois pas qu'il pourrait l'être. C'est pas le sens de nos institutions, c'est pas notre mode de fonctionnement. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a plutôt 2 éventualités, soit une majorité absolue, soit une majorité relative. Pour vous, l'option d'une majorité absolue pour Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, au regard du nombre de candidats qualifiés, me semble heureusement d'ailleurs. Vous vous souvenez, en écarté. 2017, la majorité, donc La République En Marche, à l'époque qui n'était pas majorité, était en tête dans 400 circonscriptions et finalement vous finissez avec un peu plus de 300. Le rapport de force, il peut éventuellement complètement s'inverser là au deuxième tour. On sait que dans un second tour, c'est une autre campagne qui s'ouvre. Parce qu'on passe parfois de configurations où vous aviez 10, 12, 14 candidats, voire plus, qualifiés, candidats sur un scrutin législatif, à
a 2. Il y a très peu de triangulaires. Il y en a 8 cette année. Il y en avait une seule en 2017. Donc, il n'y a vraiment que des duels aujourd'hui qui existent. Mais le sujet, encore une fois, c'est le projet politique qui est porté. La force que nous avons, c'est que le projet politique que l'on porte, il est le même depuis la campagne présidentielle. C'est pas ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Encore une fois, hier soir, il prend la parole et il dit il y a un projet caché d'augmentation de la TVA pour revenir à 3% de déficit. Vous avez un projet caché ? Bien sûr que non. Ça, c'est le nouveau sujet. C'est la nouvelle tentative de Jean-Luc Mélenchon. Il y a plusieurs tentatives depuis hier soir. Les résultats ne lui plaisent pas, donc il dit que les résultats sont truqués. Ce qui est quand même un vrai problème dans la vie démocratique de remettre en cause il s'appuie aussi sur le calcul des journalistes du Monde. Ça lui donne évidemment un argument supplémentaire et extérieur à son discours. C'est assez amusant, mais je trouve même plus ça amusant, je trouve ça dangereux, parce que les candidats qui remettent en cause les résultats d'une élection démocratique, on en a connu d'autres dans d'autres démocraties, et ça s'est pas forcément bien fini quand on regarde notamment aux États-Unis. Il parle notamment d'un candidat, M. Rattenon, qui est actuel député, en disant il n'est pas comptabilisé. Ça tombe bien en fait, quand on regarde les candidats investis par NUPES, il n'est même pas sur leur site internet. Donc à un moment, le ministère de l'Intérieur... Mais il a siégé avec eux dans le groupe. Mais il n'est même pas investi par eux. Dans ces cas-là, ça voudrait dire que nous, on comptabilise aussi, par exemple, les dissidents divers centres qui se sont présentés, qu'on les agglomère. La réponse est non. Donc à un moment... C'est quoi pour vous cette stratégie-là de contester la comptabilité, encore une fois, qui est portée aussi par des journalistes. Bousculer, déstabiliser les institutions et de dire il fait des fake news. À partir du moment où les résultats ne lui plaisent pas, eh bien, ça veut dire que les résultats sont truqués et mentent. Il avait attaqué les sondages juste avant le premier tour en disant que les sondages le sous-estimaient. Vraisemblablement, d'ailleurs, les sondages l'avaient surestimé de 3 points. Il pourrait peut-être les remercier au lieu de les attaquer. Et puis, des fake news, en effet. Il nous avait fait le même coup pendant la campagne présidentielle sur l'apprentissage. Il nous avait dit qu'on voulait quasiment faire en sorte que les enfants puissent à nouveau travailler dans notre pays, tout simplement parce qu'on voulait pouvoir... On voit bien votre angle de campagne, en tout cas pour le second tour, c'est attaquer Jean-Luc Mélenchon qui est en tête sur son programme. Non, mais c'est dire la vérité à la fois sur les mensonges qui sont les siens. Non, nous n'augmenterons évidemment pas la TVA. Celui qui veut augmenter les taxes et créer même 30 taxes nouvelles, il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est le Revenons projet sur dans les 650 les reports de voix. Clément Beaune soutient les candidats de la NUP face au RN. Vous préconisez quoi dans ce cas de figure? Moi, je dis 2 choses simples, c'est ce que disait aussi la porte-parole du gouvernement aujourd'hui. Évidemment, aucune voix ne doit aller au Rassemblement national. Jamais nous n'appellerons à voter pour un candidat du Rassemblement national et donc de l'extrême droite. Vous appelez à voter la NUP ? Ensuite, dans les cas précis où il y a des duels, c'est-à-dire 58 cas, où il y a des duels entre le Rassemblement national et la NUPES, est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il faut appeler à voter pour les candidats d'extrême gauche? Eh bien, la question, elle se pose en fonction des candidats qui sont présentés. Donc, c'est bien au cas par cas, en fonction du profil du candidat NUPES. Écoutez, donc, il n'y a pas de front républicain, en fait, chez Ensemble. Vous n'appliquez pas le front républicain. Est-ce qu'on peut avoir un front républicain avec des candidats qui, par exemple, ont caillassé la police? Est-ce qu'on peut avoir un front républicain avec des candidats qui rompent avec nos propres valeurs républicaines? Alors, évidemment, quand il s'agit de Valérie Rabault, quand il s'agit de Fabien Roussel, le choix, il est très simple, parce qu'on a des désaccords d'idées, mais on n'a pas de désaccords. Mais vous n'êtes pas tous la ligne elle est assez illisible. La même ligne. La ligne est un peu illisible entre Clément Beaune et vous, par exemple, il y a déjà une nuance. Non, mais je crois que la ligne, en tout cas, qui a été celle du parti politique qui est le mien, veut dire pas une voix au Rassemblement national, mais en cas de duel, est-ce que pas une voix au Rassemblement national, ça doit être carrément de voter en faveur de l'extrême gauche, y compris des candidats qui attaquent les forces de l'ordre, y compris des candidats qui rompent avec nous sur les valeurs républicaines et laïques, y compris des candidats qui, honnêtement, sur les questions des droits des femmes, ne sont pas au niveau? La réponse, elle ne peut pas être automatique et on doit évidemment regarder qui sont ces candidats. Souvenez-vous quand même, depuis le début des candidats investis par la NUPES, on a eu quand même un certain nombre de surprises quand on a regardé leur parcours. Laurent Saint-Martin, il est quand même, par exemple, face à un candidat qui a dit sur un plateau de télévision qu'il était... Tout le monde peut avoir des parcours un peu compliqués de tous les côtés. On parle de la majorité relative, la nouvelle Assemblée. Oui, la nouvelle Assemblée, selon donc les estimations qu'on a aujourd'hui. Vous pourriez avoir une majorité plutôt relative qu'absolue, plus de chances en tout cas de majorité relative, et donc un peu plus de mal à appliquer le programme qui est celui du président de la République. Est-ce que si vous voulez faire passer un certain nombre de réformes, vous pourriez éventuellement vous tourner vers les Républicains pour bâtir une coalition, un accord de gouvernement? Mais moi, ce que je dis d'abord à nos électeurs, ceux qui ont fait qu'Emmanuel Macron a été qualifié au second tour de l'élection présidentielle, c'est mobilisez-vous
pour que nous puissions avoir cette majorité absolue. Mais si vous ne l'avez pas, ok, pour une coalition? Je me bats pour que cette majorité puisse exister, pour qu'une majorité absolue existe. Parce qu'une majorité relative, ça n'est pas une majorité dans la vie parlementaire française. Ça n'est pas vrai. Vous n'avez pas trop envie de conclure un accord, en tout cas avec les Républicains. Mais sur quelle base électorale? Sur quel ça sujet? se construit, un accord de gouvernement, ça se fait. Mais ça veut dire que ce sera Emmanuel du cas Macron par a cas. souvent parlé de coalition à l'allemande, ce serait le moment. Vous savez, il y a des projets de loi qu'on a votés avec des majorités plus larges que seulement la majorité qui était la nôtre. Et tant mieux, ça veut dire qu'on a réussi à rallier en fonction des thématiques, en fonction des sujets, parfois des parlementaires LR, voire aussi parfois des parlementaires Donc vous êtes socialistes. plutôt au cas par cas sur certains Mais textes. ce que je pourquoi veux, pas avec les c'est socialistes, qu'on ait- pourquoi pas avec les LR? Non, mais ce que je veux, c'est qu'on ait une majorité. Parce que ce que je crois, c'est que le projet qu'on a porté pendant l'élection présidentielle est un projet qui est nécessaire, encore une fois, avec l'urgence à agir sur Dernière le plan question, de la ce projet, il y a une réforme qui est la retraite à 65 ans. Est-ce que vous maintiendrez cette réforme? Et est-ce que si vous n'avez pas la majorité absolue, vous la ferez passer au 49.3? Alors, vous avez 20 secondes pour répondre à cette question très importante, mais Oui, on n'a pas le cette temps. réforme doit D'accord. exister pour financer nos retraites, pour passer une retraite minimale à 1 100 €. Donc, elle est prioritaire. Donc elle sera Et votée, on même avec fera le tout 49.3. pour avoir une majorité absolue qui fasse qu'on n'ait pas besoin Mais si vous ne l'avez pas, d'utiliser ce type d'outil. Mais je pense qu'on aura une majorité absolue. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Brigitte. Merci beaucoup Aurore Berger d'avoir été sur le plateau de LCP ce soir dans Audition publique. Avant d'accueillir Daniel Obono pour la NUPS, on se retrouve évidemment avec Yves Tréhard, avec lequel on plante le décor à chaque fois que nous accueillons un nouvel invité. Yves, quelles sont les caractéristiques que vous avez relevées de ce vote NUPS du premier tour des législatives ? Bon, d'abord, il faut rendre à César ce qui est à César. Il y a eu 5 députés qui ont été élus dès le premier tour à l'occasion de cette élection législative du premier tour. Eh bien, il y en a 4 des 5 qui viennent justement de cette nouvelle union populaire, écologique et sociale. Et 4, dont Madame Obono, d'ailleurs, qui est élue à Paris, et comme Madame Chirikou également, ou Monsieur Alexis Corbière. Alors, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de savoir si, eh bien, Monsieur Mélenchon pourra devenir Premier ministre. Je crois qu'on peut déjà dire qu'il ne sera pas Premier ministre parce que la majorité n'ira pas à cette NUPS. En revanche, cette NUPS pourrait très bien, si elle arrive à être le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, eh bien obtenir la présidence de la Commission des finances, et ça, ce n'est pas rien, parce que c'est un pouvoir qui est un pouvoir très important qui est donné à l'opposition. Et puis l'autre question qui se posera, c'est de savoir si cette alliance qui a été faite avec M. Mélenchon, qui ne sera pas d'ailleurs à l'Assemblée nationale puisqu'il n'est pas candidat aux législatives, eh bien si cette alliance sera suffisamment solide pour tenir, parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de sujets qui divisent les insoumis d'avec les écologistes, d'avec les socialistes et d'avec les communistes. Merci Yves, à tout à l'heure. Bonsoir Daniel Obono. Bonsoir. Vous faites partie de cette poignée de députés, en l'occurrence vous êtes d'ailleurs députée sortante, à avoir été élue dès hier soir, félicitations. Vous êtes réélu dans la 10e circonscription de Paris. La 17e. J'ai dit quoi ? 17e. J'ai dit 17e, et 17e circonscription de Paris, c'est bien ça, pardon. Le pari est gagné pour vous, on va parler du résultat national, le pari est gagné aussi d'une certaine façon, mais pas au point d'obtenir une majorité absolue pour l'instant, d'après les projections. Jean-Luc Mélenchon ne serait pas Premier ministre, c'est une déception ? Ah ben non, mais il y a encore un deuxième tour. Donc peut-être que nous pouvons attendre que le peuple souverain, dans cette élection, le décide ou pas, et vote ce dimanche. Donc les projections ne sont pas le résultat, et ce n'est pas le moment du vote. Non, nous sommes plutôt satisfaits du premier tour, qui a vu tout de même près de 400 candidats et candidates soutenus par la nouvelle Union populaire accéder au second tour. Nous-mêmes, nous sommes 4 à être élus dès le premier tour. C'est aujourd'hui quand même une excellente nouvelle, et nous pensons que nous avons les réserves de voix dans la jeunesse, dans les classes populaires qui ne se sont pas mobilisées. Ça, c'est une question pour vous, en justement, effet. Et que l'objectif reste effectivement d'être majoritaire, parce que le pays en a besoin, et nous avons un programme de gouvernement qui répond aux urgences du moment. Tam Tranoui, d'Audition publique et de Public Sénat, vous interroge maintenant. Bonsoir Elisabeth, bonsoir Daniel Obono. Bonsoir. On va parler tout d'abord de cette querelle de chiffres autour du premier tour. La NUP a revendiqué la victoire du premier tour de ces élections avec 26,8% des voix. Ce n'est pas ce que dit le ministère de l'Intérieur. Il vous donne 25,66% des voix et vous fait donc passer derrière ensemble. Alors, on a déjà entendu certains dans votre camp parler de manipulation. Est-ce que tout simplement, vous n'avez pas parlé trop vite ?
Non, je pense que l'expérience des derniers mois a montré à quel point le ministère de l'Intérieur était très fébrile avec d'abord la nomination de notre alliance. Il a fallu aller devant le Conseil d'État tout de même, qui a intimé au ministère de reconnaître notre nouvelle Union populaire, la NUPES. Donc on a là encore une stratégie politicienne de très bas étage. Gérald Darmanin, pour vous, qui est derrière cette stratégie ? C'est un choix politique du ministère de l'Intérieur, il en est en charge. Et, ce n'est pas ce qu'il dit, le ministère de l'Intérieur. Il vous dit, au contraire, que vous n'aviez investi personne en Outre-mer, que vous revendiquez aujourd'hui des candidats en métropole que vous n'aviez ce dont il est question, c'est ça. L'accord ne concernait pas l'Outre-mer. Oui, mais l'accord ne concernait pas l'Outre-mer, l'accord de la NUPES. Oui, mais ce sont des candidats et candidates que nous soutenons officiellement. Oui, mais peut-être un peu tard. Et qui s'en revendiquent. Je pense que Karine Lebon, par exemple, qui est au premier tour, qui est au second tour, et qui l'a dit et a interpellé le ministère en demandant à être compté comme de la nouvelle Union populaire. Donc effectivement, cet accord ne concerne pas, mais nous les soutenons officiellement. Et quand on voit, par exemple, la manière dont le ministère de l'Intérieur a inscrit des députés d'outre-mer comme étant les soutiens, ou alors même des dissidents, mais ne fait pas la même pour nous, on voit bien qu'il y a une tactique. Juste le ministère de l'Intérieur, par exemple, ne comptabilise pas Damien Abad comme candidat ensemble, ni Marie-Louise Panchard, qui pourtant est elle-même soutenue par la majorité présidentielle. Vous voyez bien que c'est un choix politique, donc ça n'a rien à voir avec des critères objectifs. Mais donc, vous parlez le choix du ministère... Vous parlez de manipulation, vous entendez que, évidemment, il veut vous désavantager. Vous voyez bien que ça concerne aussi des alliés. Ma question, c'est le choix qui est fait. Qui est-ce qui fait le choix ? C'est le ministère de l'Intérieur. Sur la base des déclarations qui sont faites préalablement. Qui est à la tête du ministère de l'Intérieur ? Monsieur Darmanin, qui a déjà été pris la main dans le sac par le Conseil d'État. Donc oui, c'est une colère politico-politicienne qui voit... Nous y réfléchissons, on verra s'il y a besoin et s'il est nécessaire de le faire. Mais je vous rappelle que vos collègues... manipulation, ma question est précise parce qu'on a plein de questions à vous poser, Daniel Obono, parce que vous êtes maintenant vraiment au cœur du sujet. Mais s'il y a une manipulation, ce que vous dites, ce que Jean-Luc Mélenchon a laissé entendre ce matin, il a dit non, il n'y a pas de manipulation, mais enfin quand même... vous allez au Conseil d'État, c'est évident. Si vous n'allez pas au Conseil d'État, c'est que vous n'êtes pas sûr qu'il y a manipulation. Vous faites des sous-entendus. Nous allons étudier la question comme nous l'avions fait précédemment, en vérifiant exactement quels critères a choisi et quelles sont les justifications données d'ailleurs par le ministère, et on fera les démarches qu'il faut. Mais donc vous voyez bien pas sûr qu'il y a un problème. Mais si, il y a un problème parce alors que vous allez au Conseil et pourtant vous n'allez pas. Nous prenons le temps de faire les choses sérieusement parce que c'est une question sérieuse. Si nous avons interpellé, c'est que nous considérons effectivement que en reprenant politiquement les choix qui sont faits par la nouvelle Union populaire de soutien, nous arrivons en tête. Et ce n'est pas anodin, effectivement, que le ministère de l'Intérieur, M. Darmanin, veuille nous faire apparaître comme second. Donc nous ferons les démarches que nous estimerons nécessaires. On regardera ça. Cela. On va essayer de se projeter vers le second tour. Où se trouvent aujourd'hui vos réserves de voix ? Comme je l'ai dit, alors d'abord c'est pas un réservoir sur lesquels mais c'est nécessaire on pour se faire mais élire. Effectivement, nous on s'adresse d'abord à l'ensemble de la population et de tous les électeurs et les électrices. Il s'agit de s'assurer que celles et ceux qui sont déjà allés voter reviennent ce dimanche, et puis bien entendu toutes celles des millions de Français et Françaises qui ne se sont pas rendus aux urnes, donc notamment dans la jeunesse. Nous avons oui, et ça a toujours été d'ailleurs notre stratégie, y compris à la présidentielle, où nous avions vu dans de nombreux quartiers populaires des primo-votants et votantes qui sont venus parce que nous avions fait ce travail-là. Et là, c'est l'échec. Et donc, là, c'est l'échec quand même, lorsque vous voyez l'abstention lors de ce premier tour. Bien sûr, mais c'est un échec collectif. Je vous rappelle tout de même que jusqu'à 2016... Donc aussi le vôtre. Attendez. Non. Il y a des responsabilités quand même au niveau de l'État. Jusqu'à 2016, l'État menait des campagnes pour rappeler, des campagnes nationales, avec des spots publicitaires, avec de l'incitation pour rappeler. Il en fait moins aujourd'hui. Il n'en fait plus. Il a choisi de ne plus en faire. Donc ça, c'est une première responsabilité. Et après, nous avons fait notre travail, nous avons milité sur le terrain, nous avons fait des caravanes pour la réinscription sur les listes électorales, mais à notre niveau. Nous n'avons pas les moyens de l'État. Encore une fois, M. Darmanin là devrait peut-être répondre à quelques questions à ce niveau-là. Et puis, bien sûr, l'abstention dans laquelle... c'est un chiffon rouge, Darmanin, pour vous. Écoutez, alors, on avance il a quand même suffisamment de responsabilités. On voit la manière dont il gère tout cela, du Stade de France jusqu'aux élections. On a bien compris. Poser des questions. Outre les abstentionnistes, etc., il y a quand même aussi les électeurs Rassemblement National qui vont certainement faire la victoire au deuxième tour. Est-ce que vous adressez à eux ? Est-ce que vous leur tendez la main aussi ? Nous nous adressons, comme je vous le dis, à tout le monde. Nous voulons convaincre le maximum de Français et Françaises que c'est avec la nouvelle Union populaire qu'ils obtiendront le blocage des prix pour faire face
aux conditions de vie et au pouvoir d'achat qui s'est écroulé depuis des mois, pour faire face aujourd'hui aux problématiques de changement climatique. Nous voulons convaincre toute la population. Pourtant, et donc, Marine Le Pen, il ne s'agit pas... n'a cessé de répéter ce matin que Jean-Luc Mélenchon était un menteur. Il y a beaucoup de... Oui, mais écoutez, elle fait sa politique politicienne depuis 40 ans. Elle a hérité de sa PME de son père. Et on voit bien, en fait... Les 5 dernières années ont montré à quel point elle était inutile à l'Assemblée nationale. Elle ne veut pas être majoritaire. Ça lui convient très bien de passer encore 5 ans sous Emmanuel Macron parce qu'elle espère à nouveau être au 2e tour. Donc ça n'a rien à voir. Effectivement, elle ne veut rien changer. Elle veut que tout reste pareil pour continuer à profiter du système. Elle entretient sa rente d'opposante. Tout à fait. Ouais. Et elle l'a dit d'ailleurs très clairement, elle considère que M. Emmanuel Macron doit avoir une majorité. Elle l'a dit. Non, elle a dit qu'il l'aura. Il n'a pas dit qu'il doit l'avoir. Non, elle a dit c'est la logique des institutions. Bref. Et par ailleurs, nous ne considérons pas l'électorat comme des parts de marché. Nous considérons que tous les Français et Françaises qui ont le droit de vote doivent pouvoir se prononcer sur les faits, sur le programme. Nous sommes les seuls à avoir proposé un programme qui est chiffré. Après, on n'en débat ou pas. C'est d'ailleurs le seul. Oui, mais d'accord. Mais je vous rappelle tout de même que c'est le seul à avoir été l'objet d'autant d'attention parce qu'il existe, en fait. Il y a 170 économistes qui soutiennent ce programme. Nous sommes basés sur les évaluations de la Banque de France, donc c'est sérieux. Et nous voulons convaincre tout le monde qu'aujourd'hui, pour l'avenir du pays, ça peut changer dimanche. Il y a déjà ce que nous avons fait est assez historique. Et les électeurs et les électrices tiennent dans leurs mains le destin du pays. Alors une question précise. Justement, sur la question du blocage des prix, est-ce que vous ne craignez pas les pénurie, puisqu'il y a quand même besoin aussi de ce signal prix pour produire, alors que même que nous sommes dans une période d'inflation qui est extrêmement importante. Et surtout, est-ce que c'est pas une mesure trop large qui va, pour le coup, favoriser aussi les plus aisés de la même façon? Alors d'abord, est-ce que ça pénalise les entreprises? Tous les économistes, d'autres économistes disent, attention, ça, forcément, un blocage des prix, et c'est logique, un enfant pourrait comprendre ça, ça va pénaliser les entreprises. La deuxième question, en effet, est-ce que c'est pas trop large? Donc d'abord, nous avons expliqué à quel niveau se faisait le blocage et où est-ce que nous prenions la marge? Chez les producteurs, chez ceux et celles, par exemple, dans l'agroalimentaire, qui sont en charge de la distribution et qui se font les plus grandes marges. Les producteurs, je parlais pas à ce niveau-là. Je parlais, excusez-moi, je précise les producteurs au niveau de l'énergie, par exemple. Total a fait les plus gros bénéfices de toute son histoire. Donc ceux-là, je vous assure qu'ils ne seront pas pénalisés. Alors ça, c'est l'essence, mais il n'y a pas que l'essence. Il y a le panier. Par exemple, sur le panier, sur les grandes enseignes de distribution, qui, y compris, ont commencé à faire ce travail. Donc en fait, vous voyez que c'est tout à fait possible. Donc non, nous prendrons les marges où elles existent parce que beaucoup de gens... par exemple, l'agroalimentaire, aujourd'hui, les grandes enseignes ont fait énormément de profits pendant la crise et donc il s'agit tout simplement de réduire, et on le dit, on réduit le coefficient multiplicateur qui permet de faire ces marges. Et comment vous faites que les enseignes ne reportent pas ce que vous leur prenez sur les prix ou sur les producteurs? Justement, pour le blog, c'est pas si facile que ça. On intervient au niveau du coefficient multiplicateur et il y a un article du Code de commerce qui permet cela justement. Oui, ça c'est autorisé. Et par ailleurs, ce que vous disiez sur plus largement, d'abord on n'a pas dit que ce sera sur tout. On compte bien s'appuyer sur ce qui existe déjà, par exemple, à La Réunion, où il y a une concertation sur les produits de première nécessité. Et vous êtes d'accord que ça favorisera tout le monde, y compris les plus aisés? Oui, mais par ailleurs, nous, ce qu'on met en avant là, ce sont des mesures d'urgence, mais on va aussi faire en sorte, par exemple, que l'impôt soit plus progressif et qui permette une meilleure redistribution. Donc là, ce sont des premières mesures et nous ferons en sorte, y compris sur la TVA, qui est un des plus injustes, effectivement, dans nos mesures, vous l'avez vu. Emmanuel Macron dit d'ailleurs qu'il y a beaucoup de taxation. Beaucoup de taxation dans votre programme. Il y a de la progressivité, ce qui est pour le coup, une réponse de justice fiscale absolument nécessaire. Il y a de la progressivité, il y a de la taxation pour ceux qui ont beaucoup, et il y a moins pour ceux qui ont justement moins. Les classes moyennes paieront moins à partir de 4 000 euros. Une dernière question sur l'avenir de la NUP, puisque c'est la question quand même que tout le monde se pose. Est-ce que c'est une simple unité de circonstances pour maximiser votre score à ce scrutin, ou est-ce qu'il y a vraiment un avenir? Quand on voit, par exemple, peut-il y avoir une unité lorsqu'on voit que lorsque Jean-Luc Mélenchon a déclaré la police tue, immédiatement Fabien Roussel, le chef du PCF, a dit « Je ne ferai jamais d'amalgame en disant la police tue ». Est-ce que l'unité, ce n'est pas juste une façade? Non, je pense que réduire à cela les 650, plus de 600 mesures... Non, mais c'est majeur, c'est arrivé... Non. Ce qui est majeur, c'est le programme de gouvernement. Nous nous sommes engagés devant les Français et les Françaises, à moins de douter de l'engagement de celles et ceux qui ont signé. On parle de valeurs, on parle de conception, le rapport à la sécurité, je vais vous le dire, mais dans notre programme...
a dans ces mesures des mesures régaliennes, de renforcement de la police républicaine, d'extension de la formation. De perception. Donc, oui, mais est-ce qu'on peut accepter le fait que nous sommes d'accord, et à moins de douter de l'engagement de M. Roussel sur le programme qu'il a signé ou non, que le Parti communiste a signé... Ça vous en fait douter, ce type de prise de parole de Fabien Roussel, justement, à 2 jours du scrutin? Je ne doute pas de l'engagement des communistes quand ils ont signé ce papier devant les Français et Françaises en disant c'est un accord de gouvernement, nous voulons gouverner et nous sommes d'accord sur 90... Écoutez, les communistes ne se résument s'il vous plaît pas à M. Roussel. M. Roussel a d'autres approches. Le chef du Parti communiste. Non, M. Roussel a différentes approches et encore heureux que nous ayons des approches différentes. On nous a suffisamment critiqué en prétendant que nous étions des petits soldats derrière Jean-Luc Mélenchon pour apprécier quand même que nous assumions, y compris honnêtement. La diversité, nous avons dit effectivement, nous avons montré sur 99% du programme, nous sommes d'accord, mais il y a une partie sur lesquelles on a des approches différentes et on se respecte suffisamment pour les mettre en avant. Donc non, ce n'est pas... C'est une circonstance, c'est l'élection qui le permet, mais c'est sur la base d'un programme fondamental et nous envisageons de gouverner. Donc l'objectif, c'est que ça se pérennise et nous espérons bien, si nous sommes majoritaires et nous pensons que c'est possible, gouverner pendant 5 ans ce pays et changer la vie des gens. Merci beaucoup, Daniel Obono, d'avoir été, le temps passe vite avec vous. Dans un instant, bien sûr, on reçoit maintenant un représentant LR, sénateur, mais d'abord Yves Tréhard, toujours pour introduire notre invité. Yves, alors, focus sur LR dans un instant. Comment s'en sortent-ils après ce premier tour des législatives? Écoutez, après la débâcle de la présidentielle, je trouve que cette élection législative, en tous les cas ce premier tour, rétablit un peu, je dirais, redonne un peu le moral aux troupes LR, puisqu'ils dépassent 10%, ils sont à 11%, donc plus de 2 fois le score de Mme Pécresse à la présidentielle. Ils perdent évidemment des figures du parti, comme M. Guillaume Larrivé, comme M. Julien Aubert, qui aspirait à des fonctions à l'avenir. Donc il est probable que le premier parti d'opposition ne soit plus à l'Assemblée nationale, les Républicains, qui étaient quelques 100. Et bien là, on dit qu'ils pourraient, avec le deuxième tour, arriver à être à 50 ou 60. 2 questions se posent. La première des questions, est-ce que si il y a une majorité relative en faveur du président de la République, les Républicains accepteront sur certains textes qui leur conviennent, accepteront d'être une force d'appoint, c'est-à-dire de voter avec la majorité présidentielle pour adopter des textes. Deuxième chose, dès dimanche, là, dans les circonscriptions où les Républicains ne sont pas qualifiés, où il y a des matchs entre NUPES et Ensemble, c'est-à-dire la majorité présidentielle, est-ce qu'il y aura des consignes de vote des Républicains pour faire barrage à NUPES ? Voilà, 2 questions passionnantes auxquelles vont répondre Roger Karoutchi, qu'on est très heureux de recevoir. Merci à vous, sénateur appartenant au groupe puissant des sénateurs LR du Sénat. Le premier groupe. Et à l'Assemblée, eh bien, ma foi, il y avait 112 députés LR. Il y en aura combien? Peut-être la moitié au mieux. Vous avez évidemment limité la casse, Roger Karoutchi, quand on regarde le score de Valérie Pécresse, 4,75%, mais vous perdez des forces. Est-ce que vous pensez quand même que l'Assemblée nationale, pour vous, sera encore un lieu où vous exercerez une influence politique importante? Je pense que oui, d'abord parce que, même si je pense et je crois que Emmanuel Macron nous fait sauter à la corde et qu'en réalité, il aura une majorité absolue. Il aura une majorité absolue, mais plus étriquée que celle de 2017. C'est donc plus difficile à tenir, plus difficile à gérer pour la suite, et il regardera forcément plus vers nos groupes. Pourquoi il vous fait sauter à la corde, ça veut dire quoi? Parce que depuis quelques jours, un peu comme avant les présidentielles par rapport à Marine Le Pen, depuis quelques jours, on nous dit « Oh là là, non, pas du tout, il faut absolument voter pour nous parce que nous n'aurons pas la majorité absolue, ça va être le désordre, Mélenchon est aux portes. » Bon, il faut que ça s'arrête. Les chiffres montrent un peu ça, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Tous ceux qui font des projections à peu près claires voient bien qu'en réalité, ils sont entre 290 et 320. Alors Brigitte Boucher va vous interroger. Brigitte, vous entendez, Roger Karoutchi n'a aucun doute en ce qui concerne les projections, la majorité absolue est assurée à Emmanuel Macron. C'est pour ça que je dis à nos électeurs de droite, ne vous fatiguez pas à aller donner à M. Macron une majorité qu'il a déjà, qu'il va avoir, et qu'on arrête un peu cette espèce de vote utile à l'envers.
On nous a fait le vote utile sur Marine Le Pen au présidentiel, on nous fait le vote utile sur Mélenchon aux législatives. Si on laissait les gens voter en fonction de leurs convictions, ça pourrait aider. Alors, peut-être qu'ils auront une majorité absolue. En tout cas, le premier groupe d'opposition devrait être la LFI, la France Insoumise, enfin l'accord NUP, l'alliance de toute la gauche. Ça, vous êtes d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Républicains vont perdre quand même des postes clés à l'Assemblée nationale. La présidence de la Commission des finances, un poste de questeur, des vice-présidences de l'Assemblée. Vous allez être les invisibles de l'Assemblée? Non, je ne pense pas qu'on sera les invisibles. D'autant que même si on a un groupe de 60, par exemple, d'un groupe de 100, par définition, il faut que nos députés soient plus actifs, que nos députés soient très présents, que nos députés soient dans la proposition, et ils ne seront pas transparents. Vous savez, le groupe LFI, ils étaient 17, ils faisaient plus de bruit que tout le reste de l'hémicycle. Donc, si vous étiez 100, justement, donc vous allez quand même là perdre de l'influence, comme le disait Elisabeth, perdre du pouvoir aussi. Ça veut dire aussi perdre du pouvoir. Du pouvoir, ça, on va voir ce qui se passe avec le gouvernement et la présidence de l'Assemblée. Pas moi qui décide, c'est d'ailleurs pas seulement les LR ou les 60 LR qui vont décider des équilibres internes à l'Assemblée nationale. J'ai cru comprendre... Non, mais ces postes clés sont dans le règlement, donc... Le règlement non, vous n'y croyez pas? La présidence de la Commission des finances revient à un membre de l'opposition. Il n'y a pas écrit revient au premier groupe. Donc vous pensez que ça pourrait encore revenir à un républicain? Mais je n'en sais strictement Vous le souhaitez, rien. En tout cas? Mais je ne souhaite rien et je ne demande rien. Voilà. Est-ce que le Sénat que vous représentez ce soir est plus que jamais le bastion de la droite et finalement le premier opposant à Emmanuel Macron? Nous n'avons jamais été le premier opposant à qui que ce soit. Parce que ce n'est pas une conception au Sénat. Au Sénat, nous votons les textes quand ils nous conviennent, nous les amendons, nous les transformons, nous les réétudions, mais nous ne sommes pas une force si politisé que ça. Alors c'est vrai que vous avez quand même joué un rôle de contre-pouvoir important, vous avez mené des commissions d'enquête. Pardon de vous dire. C'est un rôle politique aussi. Non, pardon de vous dire. On a joué le rôle du Parlement. Parce que le rôle du Parlement, c'est pas seulement de voter la loi, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Et quand l'Assemblée nationale... C'est ce que j'appelle aussi un contre-pouvoir. Et quand l'Assemblée nationale renonce à faire ce job parce qu'au nom d'un principe de majorité présidentielle, vous y renoncez, il faut bien qu'il y ait une Assemblée qui le fasse, et c'est le Sénat qui l'a fait, et qui continuera de le faire. Ça veut dire que vous n'êtes pas des Gaulois réfractaires, mais des irréductibles Gaulois dans votre bastion du Sénat? Vous n'avez pas ce sentiment, non On n'est pas plus des irréductibles Gaulois que non, vous n'êtes pas un peu assiégé par l'environnement politique? Assiégé par qui? Nous sommes majoritaires au Sénat. Les élections locales... C'est le dernier bastion où LR a encore un peu de poids. Beaucoup de poids, d'ailleurs. Beaucoup, pas seulement. Dans les mairies, dans les conseils départementaux, les conseils régionaux. Finalement, le seul endroit où on n'est pas majoritaire et tout, c'est l'Assemblée nationale. Oui. Et ce qui, par les temps qui courent, n'est pas... L'exécutif et le législatif. Comme si c'était pas pardon important. De vous dire, l'Assemblée nationale, réduite par le pouvoir en place, qui ne considère pas beaucoup le Parlement, c'est pas le lieu où se fait l'essentiel des choses. Alors, ça se fait plus en ce moment au niveau territorial et local qu'au niveau national. On a vu en tout cas que pour la campagne qui a été menée par les Républicains, elle n'a pas été nationale, elle a été très territorialisée. Est-ce que vous pensez que c'était la meilleure stratégie à mener? Écoutez, il faut quand même se dire les choses. Et ce n'est pas la faute de la candidate, mais enfin on a fait 4,78 aux élections présidentielles. Donc il fallait si cacher on avait dit derrière, la défaite de Valérie Pécresse. Une campagne nationale avec des thématiques, les gens auraient rigolé. Sauf que vous aviez 100 députés, vous en aurez 50 peut-être. Qu'est-ce qu'on aurait eu si on leur avait imposé une ligne nationale et si on n'avait pas respecté? C'était la bonne stratégie? Moi je pense qu'il fallait laisser nos candidats adapter leur campagne au terrain, adapter leur campagne aux conditions locales. C'est ce qu'ils ont fait. Alors, on aurait pu, peut-être, être un peu plus vif sur ni Mélenchon ni Macron républicains. C'est ce que j'appelle une campagne nationale. Voilà. Oui, mais ça aurait été du slogan. Il ne fallait pas rentrer dans le détail des propositions. Ça, on a laissé. Alors, vous misiez sur l'ancrage local, sur la prime au sortant. Ça n'a pas bénéficié à tous, à droite, et notamment à Julien Aubert. C'est une perte importante pour vous? Pas seulement lui. Tous ceux qui ont perdu au premier tour, ce sont des pertes. Guillaume Larrivé également. Julien Aubert et d'autres. C'est des gens qui vont manquer aux Républicains. Ils voulaient jouer un rôle important, Julien Aubert. Pourquoi pas reprendre le parti? Ils avaient un rôle important. C'est pas seulement qu'ils voulaient jouer. Ils avaient un rôle important. Mais ils continueront à avoir des activités politiques. Ils ne seront plus députés, mais ils auront encore des activités politiques. À nous de reconstruire autre chose. Alors, il y a un conseil national qui s'est tenu ce matin chez les Républicains. Comité stratégique, pardon. Et Christian Jacob, le patron du parti, a dit pas une voix aux extrêmes pour le second tour des élections législatives. C'est donc la position du parti. Ça veut dire que vous mettez un signe égal, finalement, entre le Rassemblement national et la NUP?
Pour vous, c'est la même chose? Ce sont les extrêmes? Je ne dis pas que c'est la même chose, mais je dis que je n'ai pas envie de voter ni pour les uns ni pour les autres. Donc vous... Moi, par exemple, dans ma circonscription, au deuxième tour, on a une candidate En Marche, enfin, ça s'appelle Renaissance Ensemble, qui est sortante, et de l'autre côté, une candidate NUPES. Je ne cache pas que je voterai évidemment pour la candidate Renaissance. Donc vous appliquez le Front républicain alors? Non, pas du tout. Je vous dis que si j'étais dans une circo où il y avait NUPES RN, je serais bien embarrassé parce que je n'ai pas envie de voter ni pour les uns ni pour les autres. Dans ce cas, il faut s'abstenir, c'est ça la consigne? Ça, il n'y a pas de consigne. Ouais. Là, chacun fera en conscience. Mais ensemble, vous votez ensemble. Moi, je ça n'a pas été dit clairement, par exemple, par Christian Jacob. Franchement, je ne peux pas voter NUPES. Voilà. Voilà. Mais ensemble, vous pouvez voter ensemble. Bruno Retailleau, par exemple, lui, il ne peut pas voter ensemble. À contre-cœur, parce que je préférerais voter LR. Mais je préfère, même s'il n'en a pas besoin, un député supplémentaire à Renaissance qu'un LFI supplémentaire à l'Assemblée. Alors les Républicains sont affaiblis, on vient de le dire, mais paradoxalement, vous pourriez jouer un rôle important dans la nouvelle Assemblée si les estimations se confirment dimanche prochain, parce qu'Emmanuel Macron n'aura pas forcément cette majorité absolue. Est-ce que dans ce cas, vous seriez prêt à conclure un accord de gouvernement, à bâtir une vraie coalition avec Ensemble? Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Moi, j'avais défendu au comité stratégique, mais déjà il y a 2 mois, l'idée... S'il n'y a pas de majorité absolue, ce que je ne crois pas, mais enfin, si c'était le cas, j'avais défendu l'idée d'un contrat législatif, c'est-à-dire de dire au gouvernement, on ne rentre pas dans le gouvernement, nous restons dans l'opposition, clairement, de manière déterminée, mais si vous voulez nous présenter des textes sur les retraites, sur un certain nombre de sujets de sécurité, sur des sujets liés au pouvoir d'achat, et que sur ces thématiques-là, on puisse discuter et avancer, pourquoi pas? Voilà, c'est une opposition sur un certain nombre de sujets, on n'arrivera pas d'accord, donc c'est même pas la peine, mais ne pas faire de l'opposition absolue. C'est ce que vous faites depuis 5 ans, c'est une opposition constructive, ça vous a pas tellement réussi, hein, quand on regarde Valérie Pécresse, 4,8%. Je ne suis pas sûr que ce soit le bilan parlementaire qui ait fait le scrutin présidentiel. Non, mais vous pensez que vous démarquez suffisamment? À un moment... On ne voit plus trop finalement la frontière, si vous êtes prêt à voter des textes avec le gouvernement. Au Sénat, on l'a toujours fait. D'ailleurs, que ce soit un gouvernement de gauche ou de droite, quand le texte nous paraissait convenable, on l'a amendé et voté. Ça n'a pas empêché LR de rester majoritaire au Sénat. Donc, c'est pas là-dessus que les choses se font. Malheureusement, pour la présidentielle, il faut incarner, il faut qu'on trouve pour les LR pour la suite une réforme complète du parti, sans excès. J'entends des choses où on dit on va tout casser. Non, il faut reconstruire. Il faut rénover, il faut un leader incarné. On ne repart pas d'une page blanche. Si chaque fois qu'on est battu une élection, on doit tout casser à droite, franchement, depuis le temps que j'en connais des défaites... Vous êtes souvent battu ces derniers temps, c'est pour ça. Et l'espace politique se réduit de plus en plus. C'est pour ça qu'il faut qu'on trouve un moyen. On a écarté définitivement les primaires. Il faut maintenant qu'on ait un candidat qui veuille aller à la présidence du parti et qui soit l'incarnation pour la prochaine présidentielle. Moi, je n'ai pas encore de candidat. Et qui pourrait l'être? J'en sais rien. Il y a des Vous avez bien une brochette ou un nom en particulier? Il y en a 3-4, mais je ne vais pas évoquer ce soir. Attendons le deuxième tour des législatives. Ça peut être une femme ou un homme, peu importe, à condition qu'il incarne. Brigitte, dernière question. On parlait d'opposition constructive. Christian Jacob a parlé d'opposition utile tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Par exemple, la première loi du quinquennat, qui sera une loi sur le pouvoir d'achat, il faut la voter? C'est bien pour les Français. Quand même. On en connaît quand même assez bien les grandes lignes aujourd'hui. On a tendance à vouloir tout voter sans regarder. Triplement de la prime Macron, dégel du point d'indice. On va regarder. Le Sénat, par exemple, n'a pas dit non d'office. On va travailler sur les propositions, faire de contre-propositions, et on va voir si on arrive à quelque chose. Mais il ne s'agit pas de dire que parce que le gouvernement propose une amélioration du pouvoir d'achat des Français, comme c'est le gouvernement, on va dire non. Ce serait absurde. Et les retraites, vous l'évoquiez tout à l'heure. Sur les retraites, on l'a déjà dit. Vous êtes d'accord sur les 65 ans? Oui, d'accord. Mais est-ce que le gouvernement va aller jusque-là? S'il y a les 65 ans. Parce que c'est ce qu'ils ont dit avant, mais vu la composition de l'Assemblée aujourd'hui, ça m'étonnerait. Ça vous étonnerait que ça puisse être présenté comme initialement par Emmanuel Macron dans sa conférence de presse? Il va devoir amender ce type de projet social. Probablement. Et comme vous pourriez l'aider à voter s'il n'y a pas de majorité. Comme il n'aura pas une majorité aussi large, qu'il est dans le deuxième mandat, il est clair qu'il sera plus sensible à la rue et au pouvoir de la rue. Il y aura la rue.
Oh, il y aura forcément la rue. Est-ce que ça va... Vous pensez que Comment voulez-vous Le qu'il n'y ait débat pas à la rue en l'Assemblée septembre? avec Non, mais le Rassemblement national qui sera représenté, n'imagine la France pas insoumise, ça n'empêchera pas la c'est rue. fini? La France est fracturée. La situation sociale est calamiteuse. La situation économique n'est pas meilleure. L'inflation est là. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de manifestation dans la rue? Bien Donc sûr ça va qu'il être y en un aura. quinquennat chaotique? Chaotique, j'en sais rien. Difficile, c'est sûr. Un quinquennat de crise encore? Ah oui, de crise, oui. Merci beaucoup, Roger Carucci. Merci à vous. Vous avez Merci, dit Roger plusieurs Carucci. fois à Brigitte que vous pensiez qu'il aurait une majorité absolue. Vous pensez qu'il y aura une rectification, au second tour, par rapport au premier tour? C'est ça que vous voulez mais dire? non, parce que si on fait la projection exacte, on est entre 305 et 310 sièges pour l'ensemble. D'accord, donc vous avez vos propres calculs. Merci beaucoup, Roger Carucci, d'avoir été avec nous ce soir. Merci, Brigitte. Elisabeth. Et dans un instant, alors, dernier parti sur lequel on va faire un focus, c'est le Rassemblement national, mon cher Yves. Dernier invité, votre intervention sur la lecture du scrutin d'hier. Est-ce que le RN aura un groupe à l'Assemblée, ce qui serait quand même une première depuis très longtemps? C'est effectivement, Elisabeth, la grande question de savoir si le Rassemblement national arrivera à 15 députés, puisque c'est la barre qu'il faut franchir pour constituer un groupe. C'est très important, parce que quand vous avez un groupe à l'Assemblée nationale, eh bien, vous avez davantage de temps de parole, vous avez plus de pouvoir et vous avez plus d'argent. Donc, c'est considérablement important pour le Rassemblement national. C'est la première fois que le Rassemblement national, après une élection présidentielle, arrive à faire un score qui est tout à fait honorable dans le cadre d'une élection législative, puisqu'on est autour de 19%. Et c'est d'autant plus honorable qu'avec le taux d'abstention qui est de plus de 50%, eh bien c'est bon pour le Rassemblement national, qui est un parti où il y a beaucoup d'abstention, généralement, parce que c'est un parti où on vote beaucoup chez les jeunes et dans les catégories les plus modestes. Alors, ce qui sera intéressant de savoir aussi, c'est si Madame Le Pen entend jouer un rôle capital pour l'avenir, un rôle central au sein de son parti et au sein du groupe à l'Assemblée nationale, parce qu'elle nous a laissé entendre qu'elle ne serait plus candidate à l'élection présidentielle, donc en 2027, sauf si le Rassemblement national arrive à se faire entendre précisément pendant le quinquennat qui va s'ouvrir ces jours-ci. Vous avez raison, c'est une question qui reste en suspens. On va la poser à notre invité Andrea Cotarac. Merci beaucoup Yves Tréhard. Merci. À la semaine prochaine, Andrea Cotarac. Merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller régional Rhône-Alpes, porte-parole du RN, ancien militant de LFI. C'est vrai que c'est une de vos singularités. Revenons d'un mot sur cette victoire en demi-teinte. Une victoire, oui, parce que jamais, et c'est un score important, jamais le Rassemblement national n'a réalisé un score aussi important au premier tour des législatives, plus de 19% de mémoire. Et pourtant, vous resterez néanmoins marginalisé d'une certaine façon à l'ombre des autres partis, LR, la NUPS et Ensemble. Est-ce que vous ne restez pas fondamentalement un parti pas comme les autres, qui n'arrive pas à passer un cran aux élections locales et hors élections nationales présidentielles? Vous avez tout à fait raison. C'est un record à nouveau, comme notre résultat au présidentiel l'était aussi. Plus de 13 millions d'électeurs ont porté leur voix sur Marine Le Pen. Mais fondamentalement, quand on analyse vraiment ces résultats des législatives, en réalité, le premier parti de France, c'est le Rassemblement national. Pourquoi ? Parce que quand on parle d'ensemble et des macronistes, il y a le parti Horizon, il y a le parti Agir, il y a le parti LREM, et tout un tas d'autres partis. Et puis, chez la NUPS, c'est ce fameux cartel de l'armée mexicaine, où en réalité, ils ne sont pas d'accord sur le nucléaire et sur la politique énergétique, ils ne sont pas d'accord sur la laïcité, ils ne sont pas d'accord sur la police, ils ne sont pas d'accord, finalement, en rien. Par conséquent, deux coalitions sont devant nous, mais le premier parti, celui qui a un programme cohérent et qui fait 19%, c'est le Rassemblement national. Je rappelle qu'on a fait quand même une progression d'1 250 000 voix. Est-ce que vous n'oubliez pas LR quand même? C'est pas frustrant d'arriver donc justement deuxième à l'élection présidentielle et vous êtes derrière Ensemble, la NUP de coalition, vous le dites, mais également LR en nombre de sièges? Non, ça c'est vous qui le dites. Les résultats que nous avons, c'est que le Rassemblement national est au second tour dans 208 circonscriptions, parmi lesquelles nous sommes en tête dans plus de 100 d'entre elles. Par conséquent, nous avons mathématiquement, en théorie, comme le font les autres,
208 députés du Rassemblement national qui peuvent faire une entrée fracassante. Marine Le Pen a dit ce matin que vous visiez plusieurs dizaines de députés. Vous visez combien? On parle plutôt peut-être de 2 dizaines. Je ne suis pas statisticien. Moi, j'espère que le plus grand nombre d'entre eux feront leur entrée dans l'Assemblée nationale. Nous avons des talents au sein du Rassemblement national qui sont parfois méconnus. En tout état de cause, je crois que le fait d'avoir un groupe parlementaire, le fait d'avoir des moyens, le fait d'avoir une visibilité... 15 députés, ça serait suffisant ? Extrêmement important, et là encore, ça démontre la progression du Rassemblement national dans le pays. Maintenant, vous le connaissez, on a un mode de scrutin qui est quand même très particulier. La France est la lanterne rouge de l'Union européenne. Et il y a encore des partis qui appellent au barrage contre vous. Voilà. Oui. Qu'est-ce que ça change pour vous, un groupe ? Vous le savez comme moi, même mieux que moi. Un groupe, ce sont des moyens. Un groupe, c'est une visibilité. Un groupe, c'est un staff, comme on dit, de personnes qui peuvent travailler sur les textes. Par conséquent, on démontrera et on démontre à nouveau notre progression. Vous l'avez dit, madame, nous avons des barrages. Et j'ai entendu madame Borne expliquer qu'elle voterait, elle appelait à voter pour des candidats de la NUPS comme monsieur Roussel. Ce qui prouve une chose, c'est que, 1, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre, et que 2, la NUPS ne fait peur à personne. Pas même à Emmanuel Macron, puisque eux-mêmes appellent à voter pour des personnes qui sont anti-républicaines. Elle vous fait peur? Oui. Qui, madame Borne, me fait peur? Non, oui, non, la NUPS. Ah, pas du tout. La NUPS, pas du tout. En réalité, nous avons un mouvement qui a voté et appelé à voter pour Emmanuel Macron à la présidentielle. Non, mais sur le fond, est-ce que la NUPS vous fait peur? Puisqu'Elisabeth Borne dit que c'est un danger. Que ça me fait peur. Pourquoi? On a un mouvement qui insulte les fonctionnaires d'État, notamment les policiers, en expliquant que la police tue, c'est-à-dire les institutions. On a un mouvement qui insulte les fonctionnaires d'État de l'éducation nationale. Vous savez comme moi que nous avons dans le pays, juste je termine cette phrase, nous avons dans le pays un enseignant sur 2 qui s'auto-censure sur la laïcité. Et parallèlement, la NUPS va manifester avec les islamistes, comme c'était le cas le 10 novembre 2019. Donc oui, j'ai peur de la NUPS. Donc vous dites aux militants RN de surtout pas voter la NUP? Je dis aux militants des RN d'abord d'aller voter RN. De voter plutôt ensemble? Non, mais si on est dans ce cas de figure-là, ensemble face à la NUP, vu ce que vous nous dites de la NUP. Si nous avons un second tour entre la NUP et ensemble, bien évidemment que nous n'appellerons à voter ni pour les uns ni pour les autres, ni pour les destructeurs d'en haut, le camp des élites avec Emmanuel Macron, ni pour les indigénistes d'en bas qui détruisent aussi la République et la France. Vous aviez quand même milité, vous, à la France Insoumise, vous vous êtes même présenté aux législatives pour la France Insoumise. Donc vous parlez quand même comme ça de la France Insoumise aujourd'hui. Vous ne dites pas chapeau l'artiste à Jean-Luc Mélenchon qui a réussi à tirer quand même son épingle du jeu? C'est un cartel de partis, comme Jean-Luc Mélenchon sait le faire. Oui, il y a eu un réel changement chez la France Insoumise. Absolument total. D'ailleurs, le maître à penser de Jean-Luc Mélenchon, M. Henri Pénard-Ruiz, a quitté Jean-Luc Mélenchon. M. Kuzmanovic, conseiller historique, a quitté la France Insoumise. Moi-même, j'ai quitté. Les 3/4 de l'équipe de Jean-Luc Mélenchon en 2007 ont quitté Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi ? Parce que sur la laïcité, ils ont abandonné, ils manifestent avec l'islamisme. Sur l'Europe, Manon Aubry souhaite la sauver. Vous vous en souvenez dans ce débat où elle a sorti une bouteille d'oxygène pour sauver l'Europe. Et moi, je me souviens que Jean-Luc Mélenchon faisait des tracts à destination des policiers, sur leurs conditions de travail, aux pompiers, aux gendarmes, aux fonctionnaires. Aujourd'hui, il n'est plus question à la France Insoumise que de violence policière. Par conséquent, le changement radical, c'est pas moi, c'est Jean-Luc Mélenchon. Vous dites que c'est lui qui a changé. Mais quand vous voyez tout de même la réussite de cette union de la gauche, est-ce que vous ne vous dites pas qu'il faudrait faire une union de la droite? Mais en fait, en réalité, c'est pas du tout un succès. Pourquoi? La NUPS, aujourd'hui, elle fait 25,5. Quand vous cumulez les résultats aux législatives de la NUPS, c'est-à-dire des partis, c'est 25,5. Donc, il n'y a aucune progression avec la NUPS. Par ailleurs... Le progrès, c'est l'étiquette commune. Par ailleurs... C'est une étiquette. Par ailleurs... Ils sont ensemble. Je vais vous répondre tout de suite. Ils sont donc comptabilisés ensemble. C'est une baisse de 4 points par rapport au score cumulé des présidentielles. Donc, tout ce cirque médiatique, en réalité, ça fait pchit. Par ailleurs, sur l'étiquette, mais ils l'ont annoncé eux-mêmes. Dès le lendemain de l'élection, ils formeront chacun un groupe. Il y aura un groupe communiste, un groupe ELV, ils ont formé un groupe accord LFI auparavant et un groupe socialiste. Aussi. Un groupe socialiste. Moi, je me souviens de M. Faure. Lors des législatives de 2017, il expliquait qu'il n'était pas l'opposition à Emmanuel Macron. Le voilà aujourd'hui avec l'extrême gauche indigéniste en expliquant qu'il est avec Mélenchon. Tout ça n'est pas clair. Ce qui est certain, c'est que la seule opposition à Emmanuel Macron, la seule qui a été cohérente et courageuse, elle s'appelle Marine Le Pen. Donc il faut pas d'union de la droite pour vous. Mais voyez-vous, Marine Le Pen ne croit plus dans le clivage gauche-droite.
Moi-même, je ne crois plus en clivage gauche-droite. Il y a le camp du peuple avec Marine Le Pen, et il y a le camp des élites et de l'oligarchie avec M. Macron. Moi, vous savez, en ayant passé 12 années aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, je ne me reconnais pas personnellement dans tous ces concepts d'union des droites. Est-ce que c'est donc une satisfaction pour vous de voir le candidat qui prenait, lui, l'union des droites, Éric Zemmour, pour Reconquête, ne pas parvenir à se qualifier pour le deuxième tour? On peut pas, je ne suis pas Gilbert Collard qui souhaite le malheur des autres. Moi, je ne souhaite pas le malheur pour Éric Zemmour. Enfin, quand même, pas une satisfaction quand même? En tout état de cause, il est bien évident que le peuple, les ouvriers votent pour Marine Le Pen, les dom-toms votent pour Marine Le Pen. Bref, ces zones périphériques, ce peuple, ces ouvriers, ces salariés, ces intérimaires, tous ces Français qui souffrent, votent pour Marine Le Pen, votent pour le camp du peuple, et je l'espère, voteront davantage dimanche prochain, car voyez-vous, envoyer une centaine de députés ou des dizaines de députés RN, ça change absolument tout dans ce quinquennat. Est-ce qu'il n'y a pas une satisfaction à avoir, Reconquête, qui est de tenter de faire une alliance avec vous? Vous l'avez refusé par rapport à ce qu'avait pu vous dire Éric Zemmour, qui disait que vous n'arrêtiez pas de perdre. Et bien finalement, ne pas se qualifier au deuxième tour, et l'ensemble des candidats Reconquête qui font de même. Moi, vous savez, je suis pour la non-ingérence en matière internationale. Je ne vais pas commenter les affaires internes de Reconquête. Ce qui est certain, c'est que je suis très heureux que le Rassemblement national soit un parti qui ait progressé de 1 200 000. Alors justement, le parti. Oui, justement, quelle organisation pour la suite du Rassemblement national? Marine Le Pen, présidente du groupe à l'Assemblée nationale, a priori. Jordan Bardella, qui restera présidente du parti, c'est ça que vous voyez? Écoutez, on n'en sait rien. Pour l'instant, on est au second tour. Nous n'avons pas encore de députés, puisque nous les aurons dimanche prochain si nos électeurs se déplacent. Par ailleurs, effectivement, nous avons un congrès à la rentrée, où certainement il y aura une organisation, comme dans tous les partis, les militants vont voter pour les instances, etc. Moi, à titre personnel, je ne suis pas membre du Rassemblement national, j'ai fondé les localistes avec Hervé Juvin, comme Thierry Mariani à la droite populaire. Par conséquent, ce n'est pas moi qui vous expliquer ce qui va se passer en interne au Rassemblement national. Tout ce que j'espère, c'est que je salue bien évidemment Marine Le Pen, qui est véritablement à incarner le camp du peuple. Vous vous souvenez, une alliance de Montebourg à Zemmour, c'est-à-dire qu'elle a vu ce qui se passait dans le monde, elle a vu ce qui se passait en Grande-Bretagne, elle a vu ce qui se passait y compris en Afrique ou en Asie, où la gauche, la droite, ça n'existe absolument plus. Donc il faut qu'elle continue de se détacher de son étiquette de présidente du Rassemblement national. C'est nécessaire pour elle, pour la suite de lors des élections politique présidentielles, le fait que Marine Le Pen soit au-dessus du parti, et même des partis, puisqu'il y avait une alliance de plusieurs partis, c'était bénéfique, et que ça a été bénéfique dans les urnes, puisqu'elle a fait un record, je rappelle quand même, 13 millions de voix contre Emmanuel Macron, contre la retraite à 65 ans rédigée par McKinsey et qui sera gérée par BlackRock. Nous continuerons le combat d'opposition, car véritablement, la seule opposition, c'est Marine Le Pen. Monsieur Jadot a appelé voter pour Monsieur Macron au second tour, Monsieur Mélenchon, Monsieur Faure. Tous ces gens-là sont en réalité les nouveaux chiens de garde de l'oligarchie, puisque ce sont eux qui ont porté Emmanuel Macron au pouvoir lors de la dernière élection présidentielle. Un mot sur Jordan Bardella, le président par intérim du Rassemblement national. Est-ce qu'il ferait, lui, un bon candidat à l'élection présidentielle? Écoutez, nous verrons bien. Moi, ce qui m'importe, c'est que d'ici à 2027, il n'y aura qu'une seule élection, les européennes. C'est-à-dire que le vote de dimanche est extrêmement important pour porter la voix de l'opposition. Moi, j'ai eu à travailler avec Jordan Bardella. Je dois dire que c'est quelqu'un d'extraordinaire, qui percute à toutes les idées, qui est très dynamique et qui, effectivement, fait son rôle, à son jeune âge, de président de parti. Et Marine Le Pen, comme le disait Yves tout à l'heure, on ne sait plus très bien sur quel pied danser en ce qui concerne une possible prochaine candidature à la présidentielle. Vous la voyez, évidemment. Est-ce que vous pensez qu'elle a envie d'y aller ou c'est une page qui se tourne comme elle l'avait laissé entendre? Écoutez, nous verrons bien. Ça ne remplit pas le frigo des Français que de commenter cela. C'est important pour le parti d'avoir des perspectives. On parlait de l'importance de l'incarnation tout à l'heure. Marine Le Pen, c'est la même chose pour le RN. Si la question c'est de savoir si Marine Le Pen incarne le Rassemblement du peuple, incontestablement, elle l'a prouvé lors des dernières élections présidentielles, pas il y a 2 ans, il y a juste quelques jours, avec 13 millions de voix. Donc je pense qu'elle est parfaitement compétente pour le faire. Par ailleurs, moi, ce qui me frustre et ce qui m'inquiète, c'est le bilan d'Emmanuel Macron. On a 12 millions de personnes qui n'arrivent pas à se chauffer dans ce pays. On estime qu'il y en aura 24 millions. On a 52% d'abstention. 3 Français sur 10 qui refusent d'aller se faire soigner pour des raisons financières. Alors justement, est-ce que les candidats, est-ce que les députés RN va être importante si la représentation n'est pas assez saine lors de cette élection? C'est-à-dire, c'est où le curseur? C'est où le curseur? On a eu assez saine. Vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes il y a la un mode de lanterne scrutin, rouge. On ne peut pas le changer.
Ah bah si, puisqu'Emmanuel Macron voulait le changer la dernière fois. Oui, mais là, il l'a est pas pour fait. dimanche, on peut pas. Donc ce que je dis, justement, ce n'est pas possible, sauf si nos électeurs se déplacent et finalement diminuent et amoindrissent les pleins pouvoirs à 20 Emmanuel Macron. députés RN, ce serait malsain? Écoutez, j'en ai aucune idée. Bah, je suis c'est pas vous qui dites, statisticien. Moi, je vous dis une seule chose. Ça vous suffirait pour faire un groupe? Non, mais que le mode de scrutin soit inefficace, tout le monde le sait autour de cette table. Quand Marine Le Pen fait 42% aux élections présidentielles et qu'elle a 8 députés, c'est juste intolérable. Donc évidemment que ce mode de scrutin ne représente pas les Français. Moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est que la situation sociale est catastrophique dans ce pays et que si nous n'avons pas une opposition ferme et cohérente à Emmanuel Macron avec Marine Le Pen, effectivement, nous allons droit vers des moments peut-être violents. Mais on verra. Vous nous direz si vous êtes candidat aux européennes. C'est une élection qui a l'air de vous intéresser. Vous reviendrez nous le dire. Merci en tout cas Andrea Cataract d'avoir été avec nous sur le plateau d'audition publique. Merci Tam, merci Brigitte Boucher, merci Yves. On vous retrouve en live la prochaine fois. Merci d'avoir été avec nous pour présenter les enjeux pour chaque candidat. On se retrouve la semaine prochaine au lendemain du second tour des législatives. Et alors, suspense d'ici là. Bonne semaine.